Un nouvel invité dans cette édition spéciale sur Radio J consacrée à la situation en Israël. Bonjour Guy-Philippe Goldstein. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et vous êtes expert en cybersécurité. Est-ce que l'attaque du Hamas de samedi matin, l'attaque stricto sensu, s'est accompagnée de frappes d'attaques cyber ? Alors, pas directement sur ce qui s'est passé sur l'échec militaire, il faut le dire, sur la frontière. On pourrait peut-être parler, c'est un point d'interrogation, d'usage d'armes électromagnétiques telles qu'on le voit dans tous les combats modernes. Et ça, va aller savoir où est-ce que le Hamas a pu obtenir ce type d'armement. C'est un point d'interrogation. Mais il n'y a pas eu de grande cyberattaque qui aurait fait qu'Israël n'a rien vu. En tout cas, il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Y compris au niveau des postes d'observation et télécommunications à la frontière. Oui. Pour l'instant, il faut le dire d'ailleurs de manière générale, ça voudrait montrer qu'il y a une énorme sophistication qu'on n'a jamais vue jusque-là. Parce que les systèmes militaires, de manière générale, sont endurcis. Et donc, il est extrêmement difficile de pouvoir les attaquer d'un point de vue cyber. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Par contre, ce qu'on a vu, c'est typiquement des opérations de nuisance qui vont toucher des cibles civiles qui peuvent parler, qui peuvent faire mal, comme par exemple le Jerusalem Post, qui a eu une attaque de déni de service, c'est-à-dire qu'il a été inondé de paquets d'informations qui fait que les serveurs pouvaient plus réagir et on pouvait plus accéder au site web. Ça ne veut pas dire que le journal et les systèmes du journal ont été détruits ou que l'information a été falsifiée ou volée, quoi que ce soit. Non, le fonctionnement. Juste l'accès au site web en surface. De même, peut-être United Hatzalah, qui est une très importante organisation de secours de volontaires sur l'urgence médicale. Là aussi, tout fonctionne à l'intérieur de Hatzalah. C'était juste pendant un moment donné, si on voulait faire des dons, là aussi c'était bloqué. Et on évoque peut-être une vingtaine, une quarantaine de sites de petites municipalités ou de certaines entreprises qui ont eu des difficultés d'accès. Alors, là-dessus, encore à nouveau, ce ne sont pas des attaques graves. L'idée est plutôt de participer, d'amplifier un sentiment de panique, de choc, de terreur, en utilisant ces armes cyber. Le site d'alerte également aux roquettes a été touché. Oui, alors c'était un site d'alerte, et surtout l'application sur une appli mobile, Red Alert, peut être aussi encore investiguée. Mais là encore, je veux vraiment insister sur le fait qu'il s'agit, on va dire, de sites civils qui n'ont par définition pas le même niveau d'endurcissement par rapport à des attaques externes, et qu'en plus, ces attaques ne sont pas d'une très grande sophistication. Est-ce que dans l'autre sens, est-ce que des hackers israéliens ont pu, en riposte, essayer de cibler, je ne sais pas, certains, je ne sais pas quoi d'ailleurs, en tout cas du côté du Hamas? Alors, ce qu'il faut savoir plusieurs choses. Bon, d'une part, il faut être capable de répondre du berger à la bergère et de montrer ses dissuasions. Donc, aux attaques terribles, barbares, qui ont eu lieu contre Israël et les populations israéliennes, on ne va pas répondre juste avec des attaques cyber, évidemment. Et donc là, il faut que les armes parlent. Malheureusement, mais c'est comme ça. Par contre, d'une part, sur toutes les questions d'espionnage, de renseignement, donc là, on peut se dire, mais ça ne date pas de maintenant, hein, ce sont des choses qui ont dû avoir lieu depuis très longtemps. Et au-delà, on va ouvrir cette porte-là, qui est très hypothétique. Mais si jamais, dans cette attaque du Hamas, cette opération très complexe, très bien planifiée, malheureusement, du Hamas, il y avait la main de puissances étrangères, ben là, il n'est pas impossible qu'une façon de montrer la riposte, la colère d'Israël, sans nécessairement aller trop loin dans l'escalade, parce qu'on voit bien qu'il y a un jeu géopolitique compliqué. Il y a les Américains qui ont déjà fait venir un porte-avions, peut-être un deuxième porte-avions, peut-être même que les Français vont dépêcher une frégate. Il y a tout cet environnement-là. Bon. Il y a une manière qui peut être très dure d'envoyer des signaux très forts. Et j'en veux pour... Différents niveaux, différentes gradations en fait dans la riposte, des attaques très fortes militaires sur la bande de Gaza et peut-être des cyberattaques vers d'autres acteurs, on pense notamment peut-être à l'Iran, pour éviter d'aller trop loin dans une déflagration régionale. Éventuellement, tout ce que je dis là est extrêmement hypothétique, évidemment, mais tout ce que je peux dire, c'est j'observe ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années entre Israël et l'Iran. Où là, il faut le dire, il y a eu, on s'est beaucoup focalisé sur la situation entre l'Ukraine et la Russie, y compris dans le cyber, à raison, mais c'est aussi un théâtre où il s'est passé des choses assez surprenantes. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, en mai 2020, où il y a eu une opération de riposte face à une tentative qu'avait avortée iranienne de vouloir faire monter le niveau de chlore dans des usines de retraitement des eaux usagées en Galilée,
2 semaines après, on s'est rendu compte que le grand port le terminal portuaire de Sheikh Raji dans le grand port de Bandar Abbas, là où passe 90% de tout le trafic conteneur, tout l'accès aux produits, aux biens de consommation iraniens, a été tout d'un coup complètement désorganisé par une attaque cyber extrêmement puissante. Les bateaux n'ont plus été capables de les charger. Il y avait des longues files de bateaux sur plusieurs miles qui ne pouvaient plus les charger. Il y a eu aussi un engorgement du nœud ferroviaire. Et ça, apparemment, il y a eu l'operating system, le système opératoire du terminal de Sheikh Raji qui avait été attaqué. Ça, c'est un exemple. Forcément les États qui sont à l'origine de ces types d'attaques, où elles peuvent déléguer, si j'ose dire, ce type d'opération? À ce niveau-là de sophistication, et j'insiste parce que c'était une riposte en moins de 2 semaines, et peut-être qu'il y a eu des échanges diplomatiques entre les deux pour avoir le feu vert. Ça, encore une fois, tout ce que je dis est très hypothétique, mais je dois le dire qu'en tant qu'expert, c'était saisissant. 2 autres choses. Est-ce qu'elles sont signées, ces attaques, d'une manière ou d'une autre, pour qu'on reconnaisse à travers peut-être l'usage de certains codes la marque de tel ou tel pays? Je pense que ceux qui reçoivent le message comprennent de là où ça vient et qu'il n'y a pas nécessité tout le temps de le signer. Et je veux juste souligner 2 autres attaques. L'une qui a eu lieu en octobre 2021 contre plus de 4300 stations essence en Iran, où tout d'un coup, on ne pouvait plus faire le plein. Un grand choc, et en même temps, c'était un moment d'anniversaire d'émeutes qui avait lieu sur le pétrole. Donc ça, c'était une façon de marquer le coup. Et puis, en juin 2022, 3 aciéries en Iran. L'Iran produit beaucoup d'acier, où tout d'un coup, on a vu les hauts fourneaux exploser de l'intérieur, et on l'a vu parce qu'on avait pris le contrôle des caméras de vidéosurveillance. Donc une opération très complexe où une main étrangère a été capable de totalement prendre le contrôle d'usines et de les faire exploser de l'intérieur. Guy-Philippe Gauchet, je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité. Un observateur américain a relevé il y a quelques jours l'étonnement de voir un État 5G, si vous me permettez l'expression, comme Israël, être frappé dans des telles proportions par des moyens finalement assez rudimentaires, en tout cas qui n'ont pas le même niveau de sophistication technologique, l'utilisation du LM ou de pick-up. Ça appelle selon vous à une remise en cause de la primauté de plus en plus importante de la technologie dans la manière de se protéger d'Israël? Je ne sais pas, pour dire les choses. Je pense que là, il y a un problème de peut-être trop mettre, et on le voit d'ailleurs aussi, par exemple, dans l'enseignement américain, on l'a vu avec le 11 septembre, de mettre trop l'accent sur la technologie. Or, la technologie donne beaucoup de signaux quand on est dans les questions de renseignement et de comprendre. Et le renseignement, il y a la partie d'interception, mais aussi la partie d'analyse. Et lorsqu'on a, d'une part, trop de renseignements, on a trop de data à analyser, il y a un risque qu'on ne voit pas le signal qui nous ferait dire d'eux, d'autant plus qu'on a des adversaires, il faut le dire, qui ont été sophistiqués pour masquer ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue politique, qui l'ont fait pendant longtemps, pendant 2 ans apparemment. Et puis à côté, il y avait aussi une forme de démobilisation à cause de ce qui s'est passé, des manifestations contre la réforme judiciaire. Or, en Israël, on le sait, les réservistes sont aussi importants que les actifs au niveau des forces militaires. Et quand on est face à un adversaire qui essaye de nous leurrer, on ne peut pas être juste à 100%. Il faut être à 120%. Mais si on est déjà en dessous des 100%, parce qu'il y a des manifestations, parce qu'on force des conversations politiques qui deviennent trop dures et qu'on n'arrête pas, il y a aussi ce risque-là. Donc, je serais tenté de dire, le problème, à nouveau, il est dans la main des opérateurs humains et de cette culture de renseignement et d'un choc qui est clair et dont on tirera probablement en Israël et ailleurs d'ailleurs toutes les leçons. Une dernière question, à côté de ces cyberattaques, il y a la guerre des récits qui se prolonge, notamment sur les réseaux sociaux. Quelle est la situation globalement? Je serais tenté de dire qu'en réalité, le vrai front, aujourd'hui, il est là. Je l'ai dit, le Hamas et des groupes autour du Hamas, y compris d'ailleurs la Russie, a fait des petites attaques, ok. Mais le vrai problème, il va être dans l'animation des réseaux sociaux. Les armées occidentales... On a vu beaucoup de vidéos extrêmement produites qui ressemblaient à celles diffusées dans le passé par Daesh, qui reprend d'ailleurs la grammaire de Daesh, et plus récemment encore des vidéos qui essayent justement d'expliquer pourquoi les récits d'otages israéliens ou de rescapés israéliens sont des faux. Et ça se diffuse de plus en plus dans une partie du monde, tout du moins. Oui, il y a très clairement plusieurs objectifs là qui sont menés. D'une part, et l'histoire n'est pas finie malheureusement, on risque d'être face à une vague de contenu insupportable du point de vue occidental et du point de vue des êtres humains que nous sommes,
mais qui pourrait... Vous voulez dire qu'on pourrait voir des choses qu'on n'a pas encore vues sur la manière dont ont été tuées les victimes, les otages. Bien sûr. Et avec un objectif à la fois de renforcer la démoralisation de la population israélienne, mais aussi, à contre-coup, de vouloir augmenter le sentiment d'incitation, de haine absolue qui peut exister dans une partie du monde arabe et ailleurs, de façon à nouveau forcer l'isolement d'Israël et peut-être de créer des chocs à l'intérieur du monde occidental. Et je dois dire une dernière chose là-dessus. Oui. Là-dessus, nos réseaux sociaux occidentaux sont au cœur du front. Il n'y a pas d'action de groupes tels que X Twitter par M. Elon Musk. Et la Commission européenne a tout récemment mis en garde Elon Musk en lui demandant... Absolument, je dois remercier l'action de certains députés comme Éric Bothorel et du ministre Barrot pour avoir effectivement aidé à forcer la Commission et à faire réagir. Et ce qui est arrivé... Donc, il y a des milliers de vidéos qui ont été... Exactement. De contenus qui ont été supprimés. Et il y a une première mise en garde de la Commission de Bruxelles dans le cadre d'un régime de loi qui s'appelle le DSA qui doit nous protéger contre ça. On est dans une guerre cognitive où nous-mêmes, occidentaux, nous sommes engagés. Il va falloir mettre le haut là et aller jusqu'au bout de ce qui est nécessaire de stopper et de le dire clairement, y compris à des grandes plateformes comme X Twitter et à M. Elon Musk. Merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en cyber et enseignant à l'école de guerre économique. Restez avec nous, je pense que l'entretien qui va suivre va vous intéresser. Merci encore en tout cas d'avoir été avec nous.